Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous quittons Tarascon et son climat méditerranéen pour la Vendée. Nous sommes ici sur l'île Dieu. Le château que vous voyez dans le fond de l'image, qui est posé à même la falaise, gardait autrefois les frontières du royaume de France. Toutes les roches qui se situent sous nos pieds et qui bordent le château sont des granites. Et ces granites ont un âge de l'ordre de 350 millions d'années. La mer a déposé par endroits du sable fin dont l'origine est assez complexe, on y reviendra. Si on regarde de plus près, ces granites sont d'assez belle facture. On reconnaît quartz, feldspath, mica. Par endroits, les granites sont plus dégradés. Ici, on a ce qu'on appelle une arène granitique, c'est-à-dire un granit soumis à l'action de l'eau et qui se décompose. Au pied de ce petit bloc de granit, on trouve des gros grains de sable. Leur origine est locale, ils proviennent de ces blocs. Et puis par endroits, on découvre des roches très particulières. Les gens de l'île Dieu appellent ces blocs-là des rochers blancs. Si on s'approche de ces rochers blancs, on va pouvoir identifier leur nature. Ces blocs blancs font des filons, c'est-à-dire des plans à l'intérieur des blocs de granit. En dessous, vous avez du granit. Au-dessus, il n'y a plus rien, l'érosion l'a enlevé. Et au milieu, ce filon blanc. De plus près, le secret de ces filons apparaît. Il s'agit en fait de quartz, dont on voit ici les arêtes, vues de dessus, et de feldspath plagioclase. C'est pour ça qu'on a une couleur très blanche. Ces quartz et ces feldspaths ne peuvent se mettre en place sous la forme de filons qu'à très haute température et en contact de plutons de granit. Nous avons donc là un pluton de granit avec des filons de quartz qui témoignent de leur mise en place. Mais au fait, des plutons de granit, ça se met en place au niveau des zones de subduction. Ça veut dire qu'il y avait ici une subduction ancienne. Continuons notre périple près de l'île Dieu. Nous sommes ici au niveau de la corniche vendéenne, c'est-à-dire à 10 km environ de l'île Dieu. Et là, les roches sont complètement différentes. Il s'agit de schiste. Vous voyez bien le débit en plan. Nous avons là des minéraux de couleur claire à l'intérieur des schistes. Ces minéraux clairs, ce sont des granites. Des granites purs à l'intérieur de micaschistes et de gneiss. Alors ça, c'est très étrange. Ça veut dire que les gneiss ont fondu pour redonner un granit. La seule explication, c'est qu'ils ont été entraînés en profondeur. En profondeur, la température augmente, mais il faut aller au moins à 60 km de profondeur pour obtenir de tels résultats, c'est-à-dire au sein d'une racine crustale de chaîne de montagne. Ça veut dire qu'en Vendée, autrefois, on avait une chaîne de montagne. Mais elle n'y est plus aujourd'hui. Comment ça se fait que cette chaîne de montagne, qui avait l'air énorme, s'est effacée aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut suivre, par exemple, ces filons-là. Allez, suivez avec moi. On va partir vers la gauche et on va vérifier si ces filons n'auraient pas subi quelques déformations postérieures à leur mise en place. Tiens, regardez, là, ici, on voit une cassure à droite. Et si je me déplace encore sur la gauche, là... Ah, regardez. Les deux filons que vous avez sous les yeux ont été déplacés. Ils ont été déplacés par une faille. Alors, je fais pause et je vous laisse réfléchir quelques instants. Cette faille-là que vous avez sous les yeux, c'est une faille normale ou une faille inverse? Réfléchissez. Vous avez trouvé? Oui, c'est une faille normale. Et si c'est une faille normale, ça veut dire que la racine crustale et la chaîne de montagne qui était là a disparu parce que la tectonique est passée de convergence à divergence. Et du coup, la chaîne de montagne s'est effondrée parce qu'on est passé en régime d'extension. Mais comment ça se fait qu'on est passé en régime d'extension? Si je tourne un tout petit peu ma caméra pour regarder sur la droite de cette image, là, je comprends. Je suis en fait sur la marge de l'océan Atlantique. Et oui, c'est l'océan Atlantique qui s'est ouvert à cet endroit-là. En s'ouvrant, les roches qui étaient en profondeur ont pu remonter vers la surface. Et du coup, cette extension a fait s'effondrer une chaîne de montagne ancienne. Cette chaîne de montagne s'appelait la chaîne hercynienne. Elle n'existe plus aujourd'hui. Voilà l'océan Atlantique face à vous.
majestueux, immense. Là, on est à marée basse, il faut faire attention parce que dans quelques minutes, la marée montante va faire monter le niveau de la mer jusque sur ces sables-là. Tiens, au fait, ces sables-là sont beaucoup trop fins pour appartenir aux roches qui se trouvent sur la gauche là. Quand on les regarde, on voit une couleur très proche de celle du granit. En fait, ce sont bien des quartz, feldspath et mica, mais complètement dégradés. D'où proviennent ces sables? Nous voici arrivés dans le petit village de Malval, à plus de 1000 km de la Vendée. Nous sommes près de Lyon, dans les contreforts du Massif central, sur le chemin de Compostelle, qui doit se faire obligatoirement à pied, comme l'indique le panneau, vous avez là. Dans ce petit village médiéval, tout est en pente. Et les maisons sont parfois très anciennes, mais ont été conservées au cours du temps. Dans la maison que vous avez là, devant vous, il n'y a plus de toiture, plus aucune boiserie, plus aucune porte pour protéger les murs. Et pourtant, les murs ont résisté. Regardez cette date, c'est tout à fait incroyable. La maison date de 1081. Elle a quasiment 1000 ans. Elle a été construite 18 ans avant la première croisade. Et pourtant, le linteau de pierre n'a pas bougé d'un pouce. Il n'est même pas altéré. Cette roche, c'est du granit. Vous la reconnaissez immédiatement. Et regardez comme elle résiste au temps. Cette roche est en effet très très dure, bien plus dure que les calcaires de Tarascon par exemple. Et ici, enchâssé à l'intérieur du mur, on reconnaît un gneiss, qui n'est pas à l'endroit, mais les bâtisseurs de la maison se moquaient bien de savoir dans quel sens étaient les lits à l'origine. La roche est ici en place, on est juste à côté de Malval, et là on voit des gneiss en bas, et juste au-dessus, des granites. On se retrouve dans la même situation que tout à l'heure en Vendée, c'est-à-dire qu'on a un mélange de granit et de gneiss. Pour obtenir un tel résultat, il faut être dans une racine crustale. Donc encore une fois, ici on avait une montagne. Et cette chaîne de montagnes, comme en Vendée, elle s'est effondrée grâce à des failles normales qu'on voit ici. Avec ma main, je vous indique le plan de faille et le sens de l'écroulement du bloc qui se trouvait sur la gauche, mais qui a disparu, il est beaucoup plus bas maintenant. Voilà. Alors là, vous avez un miroir de faille très net, avec ces petites fissures qui indiquent que la roche est déchirée lorsque les blocs se sont déplacés. Mais si on s'approche, on découvre quelque chose de nouveau. Regardez, ces granites-là sont très altérés. Un granit peut donc bien s'éroder et s'abîmer, mais il faut des millions d'années pour arriver à ça. Un petit peu plus loin, au passage d'un chemin, je découvre des sédiments issus de la terre qui se trouve là. Si je regarde de près, je vois que ces sédiments sont des petits blocs de granit. C'est ce qu'on appelle une arène granitique, comme j'avais vu en Vendée. En fait, ce sont les mêmes roches, et elles ont le même âge d'ailleurs. Ça, c'est un petit bloc de granit détruit. C'est un gravier que je tiens dans la main. Et si je regarde partout tout autour, je trouve des gros grains de sable et des graviers. Ces blocs ont une assez belle taille, mais ce sont toujours des quartz, des feldspath et des mica. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces petits blocs se soient découpés comme ça, parfois en arêtes, parfois de façon un peu plus arrondie? Quel est l'agent capable de détruire un granit de cette manière-là? Eh bien, pour le trouver, il faut descendre les pentes, aller au creux de la vallée de Malval, et l'explication, c'est la présence de ce tout petit ruisseau. Ce tout petit ruisseau, qui coule pendant des millions d'années, suffit pour éroder et détruire le granit. En effet, l'eau hydrolyse la roche, et à condition d'agir très longtemps, et à condition également d'avoir une pente, l'eau fait partir les minéraux du granit et les emmène très très loin. Ici nous avons une petite rivière, cette petite rivière va aller fusionner avec le fleuve le plus proche. Ici ce n'est pas la Loire qui se trouve pourtant dans le département à quelques kilomètres là, mais c'est le Rhône qui se trouve juste de l'autre côté. Voilà le deuxième agent de l'érosion. On a vu les failles normales et maintenant l'eau liquide qui érode les roches et les déplace sur des milliers de kilomètres jusque au point le plus bas qu'on puisse trouver sur Terre, c'est-à-dire le 0 mètre, autrement dit la mer. Alors si on reprend les données qu'on a vues sur le terrain, en se plaçant maintenant devant la carte géologique de France, il faut qu'on retrouve Malval, le petit village du Massif central, mais qui se trouve tout à l'est du Massif central, près de Lyon. Malval se trouve très exactement
ici, là. Et ce village est très proche du point de départ de la Loire, qui se trouve juste à côté. La Loire elle-même, elle commence là, en fait, donc à partir du Mont-Gerbier-des-Joncs, et ici, on la voit partir, Malval étant juste là. La Loire continue son parcours et va traverser plusieurs villes, dont Orléans et Nantes, qui se trouvent là. Mais les sédiments qu'on va retrouver partout à l'embouchure de la Loire et sur plusieurs centaines de kilomètres dans l'océan Atlantique proviennent en fait tous du Massif central et de son point de départ. Parce que les sédiments déposés par un fleuve et tout le long de son parcours, le sable des plages ici, provient des roches du bassin versant, c'est-à-dire des granites du Massif central. Et ça c'est vrai pour tous les sédiments, les sables en particulier, qui se trouvent sur la côte atlantique. Maintenant, il y a une chose étonnante. On est ici, là, ça c'est la Loire, et ça c'est le Rhône, là, juste ici. Alors, comment on peut expliquer qu'on ait deux fleuves aussi proches et qui partent pas du tout dans le même sens? La Loire part par là, alors que le Rhône part ici vers le sud. Eh bien, c'est tout simplement la pente. Ce que vous avez là devant vous, c'est une maquette de rivière qui exprime cette idée. Si vous regardez, la maquette a l'air penchée. Elle est penchée. Ici, je suis plus haut que là. Tout fleuve est en pente, vers la mer. La mer ici est représentée par un bassin tout rond, un cristallisoire en réalité, alors que les montagnes sont représentées sous la forme de gros blocs de roches. Ici, ce sont des granites altérés. Ils ont été détruits au cours de plusieurs millions d'années et ont été transformés en gros gravier et en sable plus ou moins fin. Alors, pour la faire fonctionner, je vais la mettre en eau, c'est-à-dire que je vais ouvrir le robinet qui est ici. L'eau, une fois tombée du robinet, va former un courant en raison de la pente. Et ce courant a assez d'énergie pour transporter les sédiments, mais en fonction de leur taille. Les plus gros sédiments restent sur place, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour les transporter. Les sédiments de taille moyenne vont se déplacer sur une certaine distance. Et les sédiments très fins vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à la fin du fleuve, dans une région en forme de triangle qu'on appelle un delta, avec des petites îles au milieu, et qui forment un réseau aussi dit en tresse. Si j'arrête l'eau et je regarde les sédiments mis en place, là je vois très bien le granoclassement. Des grains très gros au niveau de l'amont. Dans les méandres des fleuves, quand le fleuve a assez de vitesse, j'ai des grains de taille moyenne. Et quand le fleuve perd sa vitesse, au niveau du delta, des grains très fins. Et quant à la mer, elle s'est enrichie en sédiments extrêmement fins. Certains sont encore en suspension, c'est pour ça que l'eau est trouble. Et la fine couche de sédiments horizontale et plane qui s'est déposée là, c'est une future couche géologique. Ces couches géologiques qu'on peut retrouver dans les Alpes aujourd'hui. Voilà comment on explique le déplacement de l'eau depuis un point en relief jusqu'à la mer. Si je suis une goutte d'eau et que je tombe ici près de Malval, les gouttes qui se trouvent un petit peu plus à l'ouest vont faire coalescence pour former des petites rivières, des petits torrents qui vont d'une manière ou d'une autre se retrouver dans la Loire. Et s'ils partent de ce côté-là, leur chemin va faire plusieurs centaines de kilomètres pour se retrouver jusque dans l'océan Atlantique. À quelques dizaines de mètres près, ces mêmes gouttes d'eau qui tombent un peu plus à l'est vont tomber du côté du Rhône. C'est en fait beaucoup moins fréquent. L'essentiel de la pente fait que l'eau du Massif central part dans ce sens. Les eaux du Rhône ne proviennent pas du Massif central, très peu. Les eaux du Rhône proviennent des Alpes. Le Rhône, c'est un fleuve qui provient des massifs alpins et qui donc s'enrichit en sable, en calcaire aussi, des sédiments alpins, là, qui passe le lac Léman, Lyon, puis Avignon, la ville de Tarascon et de Beaucaire, et arrive sous la forme d'un grand delta au niveau de la mer Méditerranée. Ce qui fait que les sables de la Méditerranée, qu'on trouve à Bauduc, qu'on trouve au Sainte-Marie-de-la-Mer, ne proviennent pas d'ici, ils proviennent des Alpes. Quant à la Loire, elle transporte des sédiments du Massif central qui vont se déplacer jusqu'ici, à l'île-Dieu. L'île-Dieu, c'est là. Donc c'est en plein dans le domaine où se déversent les sédiments de la Loire. On reparlera dans une prochaine vidéo de la signification de toutes ces couleurs sur cette carte géologique de France. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.